Si la Russie continue à bombarder quotidiennement l'Ukraine qu'elle a envahie en février 2022, si les sanctions américaines et européennes n'ont pas totalement et instantanément mis à terre le système économique russe, il est des signes qui ne trompent pas. Eh bien, depuis plusieurs semaines, la Russie fait face à une hausse historique du prix des pommes de terre. Des pommes de terre, donc un légume, tubercule, féculent, c'est pas le propos ce soir. A priori. Voilà, on connaît tous la pomme de terre, qualifiée de deuxième pain en Russie, consommée quasi tous les jours dans la diète nationale, depuis l'époque des tsars, eh bien, elle est beaucoup plus chère et ça pose des problèmes. Même Vladimir Poutine a été obligé, fin mai, de reconnaître le problème. On l'écoute. J'ai rencontré des représentants de différentes entreprises, y compris du secteur agricole. Il s'avère que nous avons besoin de plus de pommes de terre. Oui, j'ai parlé à Alexandre Loukachenko et il m'a dit qu'ils avaient vendu toutes leurs pommes de terre à la Russie. Nous avons une marge de développement ici. Nous avons besoin d'avancer et d'avoir de meilleurs résultats, que notre secteur agricole se développe. Aurélien Duchesne, donc parlons un peu du prix de la pomme de terre. La pomme de terre, la kartoshka. Il coûte combien en Russie? Donc en Russie, 86 roubles à peu près, donc un peu moins d'1 euro, 0,95 cents à peu près. Voilà, c'est ça le prix du kilogramme de pommes de terre aujourd'hui en Russie. Bon, ça peut vous paraître peu, mais le niveau de vie en Russie n'est pas équivalent au niveau de vie en France. Et c'est près de 3 fois plus qu'il y a un an. Et dans certaines régions de Russie, c'est jusqu'à 200 roubles le kilo, c'est-à-dire plutôt 2,22 euros. À quoi c'est dû cette augmentation de la pomme de terre ? Il y a 3 choses. La fameuse économie de guerre qui tire vers le haut toute l'économie russe. L'essentiel de la croissance russe est désormais lié aux dépenses militaires massives. Sinon, il y a plein de secteurs qui sont dans le rouge. Cette économie de guerre, elle a 2 conséquences qui sont très inflationnistes. La première, c'est que comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, on augmente massivement les salaires, notamment dans les secteurs les plus critiques. On augmente les salaires et on augmente les prix. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, il y a une annonce il y a 2 jours de la Banque centrale russe qui, pour la première fois depuis 3 ans, va baisser ses taux d'intérêt et les avait portés à plus de 20% pour lutter contre l'inflation massive. Mais des taux aussi élevés sont en train de tuer des parties entières de l'économie. Bonne chance, par exemple, pour un investisseur pour trouver un projet qui soit rentable avec des taux d'intérêt à 20%. Vous imaginez la même chose en France. Oui. Là aussi, c'est la deuxième chose qui tire vers le haut l'inflation. Et la troisième chose, qui est plutôt une conséquence sociale de tout ça, c'est que quand on avait par exemple vu des magasins à Saint-Pétersbourg et à Moscou qui mettent des antivols sur des plaquettes de beurre. C'est quand même pas anodin à cause de l'inflation. Je ne sais pas comment on met un antivol sur une plaquette de beurre. Il y a des vidéos dans des magasins où ils ont mis des antivols sur les espèces d'armoires de frigo pour les, voilà. Ah oui, pas sur le beurre lui-même. Non, il suffit qu'ils fondent et a priori l'antivol. Ce serait un peu compliqué. Ouais. Sauf que la dernière fois que les Russes sont descendus massivement dans la rue en 2018, c'était pas pour les droits de l'homme, c'était pas pour la démocratie, c'est parce que Poutine augmentait l'âge de départ à la retraite et la TVA de 2 points. La seule fois où les Russes sont descendus dans la rue ces dernières années, c'était pour des questions du même ordre que celle qu'on voit aujourd'hui. Nous allons tout de suite vérifier tout cela avec Jérôme Garraud qui est notre correspondant permanent à Moscou. Jérôme, bonsoir, merci d'être avec nous. Jérôme, bien sûr, vous mangez des pommes de terre quand vous êtes en Russie, ça fait partie quand même du menu quotidien. Il y a même une salade, il y a une salade qui s'appelle la salade Olivier, du prénom français, dans laquelle il y a de la pomme de terre. Je pense que Jérôme sait de quelle salade je parle. Arrêtez, j'ai faim maintenant. Jérôme, mais pourquoi expliquez-nous, est-ce que vous avez constaté cela véritablement? Est-ce que c'est important pour les Russes le fait que la production nationale de pommes de terre baisse? Oui, vous en parliez à l'instant à propos des prix. Avant la guerre, le kilo de pommes de terre coûtait à peu près, on va dire, un peu moins de 50 roubles. Donc aujourd'hui, ça fait 60 centimes d'euros. Et aujourd'hui, on s'approche dangereusement de 100 roubles le kilo de pommes de terre. Et quand on est à Moscou, là je me trouve actuellement, vous trouvez très facilement le kilo de patates à 200 roubles. Donc ça fait à peu près 2,20 €. Ça commence à être très cher. Et ça, c'est un problème puisque tout le monde le constate. Comme vous le dites, la pomme de terre, c'est un aliment de base. Tout le monde en consomme avec ou la salade, ou les galettes de pommes de terre, les draniki, ce genre de choses. Alors les autorités essayent un petit peu de pallier ce problème. La Biélorussie, voisin et allié,
et énorme producteur de pommes de terre, a été appelé à la rescousse. Ce n'est pas une action de bienfaisance, puisque les Biélorusses vendent une partie de leur stock aux Russes, mais pour l'instant, ça ne suffit pas à faire baisser les prix. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, Jérôme, où il y a ce problème d'inflation qui touche la société russe? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres produits? Et justement, comment les Russes réagissent à tout ça? Est-ce que ça commence à gronder, ou est-ce que, comme d'hab, on fait un peu le dos rond, quoi? Oui, alors c'est plutôt le dos rond. Les gens ne sortent pas dans la rue en poussant des hurlements, en prenant des pancartes parce que le prix de la pomme de terre a augmenté. Là aussi en raison des mauvaises récoltes, de la météo. Vous avez le chou, l'oignon dont le prix a beaucoup augmenté. Les œufs aussi très régulièrement, et ça c'est vraiment en raison de l'inflation et des sanctions. Les œufs sont devenus très chers. Vladimir Poutine lui-même en 2023 a dû même publiquement prendre la parole pour répondre à une babouchka, une grand-mère russe qui l'interpellait sur le prix des œufs. Mais de manière générale, dans une moindre mesure, tout est plus cher. Tous les produits sont plus chers aujourd'hui en Russie. Ceci étant dit, il ne faut pas que vous imaginiez non plus qu'on est dans une situation totalement intenable, dans un scénario un petit peu comme en Iran. Vous avez toujours les magasins qui sont correctement approvisionnés, les supermarchés sont pleins, il n'y a pas de pénurie. Mais cette inflation est de plus en plus perceptible, ça c'est certain. Merci beaucoup Jérôme Garraud, correspondant permanent de LCI et TF1 à Moscou, Jérôme. en Russie. Merci. Jérôme vient de nous le dire, le voisin biélorusse a une espèce d'atout concernant la pomme de terre. Voilà ce que dit Loukachenko sur les patates. Le problème de pommes de terre en Russie est très grave pour nous, donc pour nous, le voisin biélorusse. Il faut en produire assez pour nous et pour eux. Nous devons aider nos frères russes, mais ce n'est pas de la charité. Alors là, franchement, Sylvie Berman, je pense que ça mérite commentaire. Parce qu'on cherchait tous depuis des années à quoi sert Loukachenko, Alexander Loukachenko. Eh bien voilà à quoi il sert. Il sert justement à dire cela, à dire que ce n'est pas de la charité et que nous allons aider nos frères russes. Ce que les Ukrainiens ne disent plus. On va venir tout de suite après à vous, Ludmila, évidemment. Parce que le Biélorusse reste le frère slave de la Russie. Bien entendu, de toute façon, Loukachenko a pas tellement le choix. Sauf la guerre en Ukraine, qu'il n'a pas voulu faire directement en envoyant son armée, mais autrement, il obéit à toutes les demandes de Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'il va mais il n'a pas de problème de pommes de terre, lui. Est-ce que Loukachenko... Oui. Il ne fait pas la guerre. Il a quand même dit qu'il avait déjà envoyé toutes ses patates en Russie. Non, mais bien sûr, mais c'est le problème. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a effectivement une reconversion dans l'économie de guerre, j'imagine que ceux qui cultivent les pommes de terre ne sont plus là, ou ils sont morts sur le front. Oui. Et il faut rappeler également que la pomme de terre est un ingrédient pour fabriquer la vodka. Donc je pense que sur le plan, ça risque de, et vous avez raison. de fabriquer. Il est 23h19, on parle de patates et vous êtes bien sur LCI. Je vous voilà. Les patates, sauf que le général Richaud, lui, il va sur la vodka. Voilà, mais vous avez raison. Mais la vodka, qui est quand même la boisson préférée des Russes, ça peut avoir des incidences également sur le plan. Ludmila. Oui, ce qui est important de souligner, c'est justement la population russe, et c'est pas la première fois qu'elle fait face à cette inflation importante des prix, mais surtout des prix de produits de base. Aujourd'hui, on constate que les prix pour les produits alimentaires en Russie ont augmenté de 3% à partir du mois de janvier. Alors cette augmentation, elle est constante, il est autour de 9% d'inflation, c'est ce qu'ils disent la banque centrale russe. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que justement, ce qui était très bien expliqué par Aurélien, si vous avez la machine de guerre alimenté par votre secteur d'industrie de défense, et là vous avez quand même des salaires plus importants. C'est ces gens-là qui travaillent dans ce secteur-là bénéficient d'une possibilité d'acheter des patates même à 200 roubles. Les autres qui sont pas du tout dans le secteur de la défense ou qui sont dans les milieux plus défavorisés, eux ils n'ont pas ce luxe d'avoir des salaires assez hauts. Ça crée davantage de problèmes à l'intérieur, je veux dire, social russe, parce que vous avez une énorme déséquilibre entre Moscou, Saint-Pétersbourg et les grandes villes et le reste du pays. Effectivement, il faudra voir en fonction de régions, mais ce déséquilibre, ça contribue à une sorte de mécontentement social. Après, il ne faut pas s'attendre que ce mécontentement social, avec ce type de prix qui sont quand même tenables, va soulever la population russe contre le pouvoir.
Ça c'est clair. Mais ça inquiète la population. Bien sûr. L'importance du fait que... Général Richoux, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais vous voulez le dire. Alors, oui. Non, il y a un précédent très très connu sur les problèmes d'économie de guerre qui provoquent la famine. Oui. C'est la Première Guerre mondiale en Allemagne en 1918. En 1918, la population allemande crevait de faim. Pourquoi ? Parce que tous les hommes étaient partis, n'étaient plus au champ, étaient partis à la guerre, que toute l'économie était dirigée vers l'effort de guerre et que tous les chevaux étaient partis également à la guerre. Et donc on ne pouvait plus à ce moment-là labourer les champs correctement. À la même époque, la France, qui avait les mêmes problèmes, avait fait l'effort de la mécanisation et on avait une armée qui était la plus mécanique du monde. C'est-à-dire que nos soldats, ils partaient à la guerre en camion. Tandis que l'armée allemande réquisitionnait encore les chevaux. Et en 1918-1919, c'est aussi une des raisons de l'inflation. Il y a eu une grosse famine en Allemagne qui est passée inaperçue dans les grands événements systémiques de l'époque, mais qui était directement liée à la guerre. Donc effectivement, là, c'est pas du tout la même ampleur pour le moment, mais c'est le même résultat mécanique que l'on voit actuellement dans les problèmes d'inflation en Russie. Sylvie Bermann. Oui, en même temps, il ne faut pas oublier que pendant l'époque Yeltsin, il y a eu jusqu'à 1600% d'inflation. Donc, les Russes ont vu pire. Une capacité de résilience incroyable. Et vous avez évoqué les manifestations de 2018. C'est Navalny qui les avait organisées. Oui, c'était pas spontané. Et donc, je ne vois pas comment, effectivement, il pourrait y avoir... En Russie, bien sûr, tout le monde sait planter des pommes de terre, tout le monde en a dans sa datcha. Je vous rappelle, c'est un grand pays, le plus vaste du monde, donc on a son petit coin de jardin, on plante ses pommes de terre. Mais il y a quelqu'un qui en parle encore mieux que d'autres. On l'écoute. En parlant de pommes de terre, j'en ai fait pousser à mon époque avec mes parents. C'est mon père qui m'a appris à les cultiver. Il s'agit simplement de planter des pommes de terre, puis de les désherber. Mais c'est quand même plus intéressant avec la robotique aujourd'hui. Tu avez bien tendu l'oreille. Comment est-ce qu'il prononce pommes de terre en c'est russe ? Vladimir Poutine, évidemment, qui nous raconte qu'il aimait bien planter les patates. Comment on prononce ? Alors, il dit le mot diminutif kartoshka. Kartoshka, et en fait, le vrai mot, c'est kartoffel, qui est le mot allemand. Le mot allemand, bien sûr. Je crois que c'est aussi le même mot en biélorusse, me semble-t-il. Tout à fait. En ukrainien, ça donne quoi, Ludmila ? Kartopla. Bon, alors, et en France ? Vous devez dire pommes de terre. On disait pommes de terre, oui. Mais merci Aurélien Duchesne, vraiment, vous m'impressionnez. Qu'a dit Aurélien, je n'ai pas entendu. On dit des tartoufles, mais à la base, en Alsace, pas mal aussi, mais c'est les Allemands. Ah oui, quand ça a été introduit en proche France, du mot allemand. En Europe, en 1600 et quelques, en l'occurrence, on appelait ça cartoufle. En effet, ça a été retraduit en pommes de terre. Et au début, c'était pour nourrir les cochons, à tel point que Frédéric le Grand, en Allemagne au XVIIIe siècle, était obligé de passer un édit pour obliger les paysans à cultiver de la patate. Et quand vous allez au château de Sans Souci à Potsdam, il y a des pommes de terre, en signe de reconnaissance de la population, en permanence des pommes de terre qui sont déposées sur sa tombe, parce qu'il a nourri la population de Prusse à l'époque. Général Richoux, jamais j'aurais pensé que effectivement, ce sujet des pommes de terre allait autant vous enthousiasmer, nous en apprendrions autant ce soir. Puisque vous aimez les fun facts, un petit dernier, je me permets, je vous rappelle que c'est grâce à la pomme de terre dans les années 1900, enfin non, au 19e siècle plutôt, pardon. Guillaume, vous êtes très motivé aussi, sur la pomme de terre. J'adore la patate. Je vais donner ma cuisson préférée, c'est pas le sujet. On a pu notamment éviter des épidémies de scorbut grâce à la pomme de terre, évidemment. Voilà.